Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur ce Focus Technique Anity consacré à Scikit Decide. Nous allons démarrer dans une minute, le temps que voilà, les connexions se fassent. Donc déjà on est ravis de vous accueillir pour ce, je crois, 5e ou 6e Focus Technique. Bon, il est 15h02, alors donc on va démarrer. Je voudrais tout d'abord remercier l'équipe d'Airbus AI Research qui a préparé ce focus technique. Et je propose de démarrer. Donc Florent, voilà, je te passe le flow. Merci François-Marie, bon après-midi à tous. Donc, nous allons vous présenter la librairie Scikit Decide qui a été initiée par Airbus AI Research, donc le département de recherche en IA d'Airbus, et dont le développement continue maintenant en partenariat avec différentes chaires de NIT. Donc Scikit Decide, c'est une librairie pour faire à la fois l'apprentissage par renforcement, de la planification classique et du scheduling, qui vise à la fois les ingénieurs et les chercheurs. Donc l'agenda, des choses qui vont se présenter aujourd'hui. Donc d'abord, on va faire une présentation rapide de Scikit Decide, et ensuite 3 démonstrations de 10 minutes chacune avec des notebooks pour l'apprentissage par renforcement sur des problèmes de contrôle, planification sur des mails, et enfin scheduling pour des RCPSP. Et à la fin, nous conclurons avec des use cases industriels et des projets de recherche qui vont supporter, aider le développement de Scikit Decide. Et cela sera suivi par une session de questions et réponses de 15 minutes. Et je vais laisser la main à Alexandre pour donc la présentation de Scikit Decide. Donc, bonjour à tous. Effectivement, Scikit Decide, c'est une librairie, donc c'est une toolbox d'intelligence artificielle qui essaie de couvrir différents domaines du sequential decision making, à savoir le reinforcement learning, le planning, le scheduling. Ça a été initié par Airbus, mais aussi en collaboration avec l'Australian National University, avec lesquels nous avons travaillé pendant 2 ans, et qui sont vraiment experts en planning et en decision making en général. L'idée de cette librairie, pourquoi on l'a initiée, c'est parce que on a identifié un vrai besoin de s'orienter vers le problem solving. Et en fait, on essaie d'adresser cette librairie à tout un ensemble d'ingénieurs qui connaissent très bien le domaine qu'ils essaient de résoudre, mais qui ne sont pas forcément des experts algorithmiques sur le côté decision making. Et donc, on a voulu simplifier la passerelle entre les algorithmes et les domaines, et leurs domaines. La librairie est construite de telle manière que l'architecture est extensible. En fait, on a, comme on va le voir, accès à un catalogue à la fois de domaines et d'algorithmes. Et l'idée est donc de pouvoir soit créer des domaines et avoir accès à toute une librairie d'algorithmes de ces différents domaines, ou bien côté recherche, côté académique aussi, de rajouter des algorithmes et de les tester sur différents domaines existants. La librairie a été open sourcée il y a déjà plus d'1 an. Elle est accessible au lien qui est indiqué en bas, github.com/airbus/scikit-decide. Et l'image que vous voyez sur la droite, en fait, montre un petit peu la philosophie de la librairie et la manière dont on l'a construite. En fait, dans la mesure où on s'adresse pas forcément à des experts algorithmiques, on n'attend pas des utilisateurs finaux qu'ils connaissent nécessairement la différence entre la communauté reinforcement learning, planning, est-ce qu'on a affaire à un partially observable, markup decision process, ou un autre sous-sujet du decision making séquentiel. Et pour ce faire, en fait, on essaie de simplifier ça sous forme de différentes catégories. Donc, vous envoyez un panel ici, la catégorie Dynamics, Events, Value, Observability, etc. Et en fait, on demande à chaque utilisateur de sélectionner un niveau dans chacune de ces catégories. Donc, par exemple, dans l'observabilité, est-ce qu'on est partiellement observable ou complètement observable? Sur la dynamicité de l'environnement, est-ce que c'est un environnement complètement boîte noire, comme le monde réel ou certains environnements qui sont complètement fermés? Est-ce que on a accès à un peu plus que ça, un simulateur? Donc c'est le niveau 2 dans le cercle rouge. Auquel cas on peut demander une transition à partir de n'importe quel état. Ou est-ce qu'on a même plus que ça, c'est-à-dire qu'on connaît en boîte blanche la distribution des prochains états à partir d'un état donné et en fonction d'une action qu'on prendrait.
Donc voilà, en fait, ce qu'on demande à l'utilisateur final, c'est de répondre à une sorte de questionnaire et pour chaque caractéristique, de sélectionner un niveau et on essaie de fournir des explications pour l'aiguiller dans cette tâche. Donc, une vue un peu au niveau, donc Scikit-Decide, comme j'ai dit, c'est avant tout un catalogue de domaines et de solvers qui vont donc se matcher les uns les autres. Donc d'ailleurs, quand on crée un domaine dans Scikit-Decide, on peut demander, on va le voir après dans un tuto, on peut directement trouver les solvers qui sont compatibles avec son domaine. Donc même sans être spécialiste, une fois qu'on a décrit son domaine caractéristique par caractéristique, la librairie va fournir tous les solvers compatibles dans ceux qui sont actuellement implémentés. Que ce soit côté problème ou côté solver, on a d'une part des passerelles vers des librairies existantes. Donc, on n'a pas essayé de réinventer la roue sur tous les sujets. Il y a notamment de très bonnes librairies de Deep Reinforcement Learning comme RLlib, Baseline. Donc, on a des passerelles directement vers ces librairies. La même chose côté problème, hein, sur OpenAI Gym, par exemple, ou PDDL dans la communauté planning. On a ensuite open sourcé certaines applications de démonstration, et pareil sur des solvers qu'on a implémentés aussi nous-mêmes et qu'on a rajouté à la librairie. Et enfin, il y a un certain nombre d'applications métiers vraiment qu'on garde en interne et qu'on open source pas, mais tout le reste de la librairie est effectivement open sourcé. L'idée vraiment, c'est d'avoir une interface de haut niveau, une API, se mettre d'accord là-dessus, et d'un côté, d'apporter les algorithmes aux ingénieurs métiers, et de l'autre côté, d'exposer des problèmes industriels aux chercheurs. Voilà. Et comme vous pouvez le voir un petit peu sur le côté, on couvre des techniques de recherche, du reinforcement learning, scheduling, routing, et je crois que le slide d'après montre ça un petit peu mieux. Donc, côté reinforcement learning, on a pas mal de passerelles vers les librairies phares, on va dire, du moment. En planning, il y a eu un certain nombre d'algorithmes connus, certains anciens, certains plus récents, qui ont été réimplémentés, hein, de A-star, LRT-A-star, AO-star, les Monte Carlo Tree Search et leurs dérivés, IW, BFWS aussi, qui sont plus récents, et également, et Florent en parlera davantage, des liens vers des projets européens et des librairies de planning dernier cri. Et enfin, une troisième composante dédiée au scheduling. Donc là, c'est pareil, c'est du decision making, mais avec des tâches en parallèle, des genres de Gantt à prévoir. Et donc, il y a toute une partie de la librairie qui a un focus sur les ressources constraint project scheduling problem, pardon, RCPSP, et leurs variantes, avec des bindings vers Minizinc, d'optimisation discrète, etc. Voilà. Et un dernier slide d'intro. Donc, on a essayé de faire les choses proprement en respectant un certain nombre de standards, de simplifier l'installation parce qu'il y a pas mal de binding avec certains algorithmes codés en C++. Donc, on a fait des wheels précompilés. Donc, ça peut s'installer à partir de pip assez facilement désormais. On a pas mal travaillé sur la documentation. Vous verrez qu'on a aussi des générateurs de code pour faciliter le développement d'un domaine. Je montrerai ça rapidement après. Et un certain nombre d'exemples sous forme de notebook, de scripts Python qui sont aussi dans le repo. Et des tests d'intégration et un peu de CICD. Voilà. Donc, on va passer à quelques démonstrations pour mieux voir comment fonctionne Scikit-Decide et comment surtout l'utiliser côté utilisateur. Je vais commencer par présenter quelque chose sur le reinforcement learning et même un peu plus sur des problèmes de contrôle. Florent présentera une application du planning dans des labyrinthes et plus que ça, je crois. Et enfin, on aura un focus sur le scheduling, sur des problèmes de RCPSP par Guillaume. Donc, je vais essayer. Le voilà. présentateur. Il faudrait que je passe présentateur, s'il vous plaît. Pour partager mon écran. Voilà. Ok, alors je vais commencer par parler donc du premier pan sur le reinforcement learning, sur des problèmes de contrôle. Alors, pour ceux qui sont familiers du reinforcement learning, c'est une des techniques phares du sequential decision making. Vous connaissez certainement les environnements de GYM, donc qui sont une collection déjà existante hein, d'environnements appropriés pour du RL avec une API assez cadrée, assez simple. Et on a évidemment dans Scikit-Decide des wrappers pour GYM, ainsi que pour certaines librairies de Deep Reinforcement Learning, comme je l'ai dit. Donc, je vous montre un premier exemple. Donc là, on va importer, faire quelques imports standards.
Et on va choisir un environnement de gym. Donc là, par exemple, on va commencer par le très classique carpole. Donc, il s'agit de faire tenir, vous savez, un bâton sur un petit chariot en maintenant le bâton, donc en contrôlant le chariot pour maintenir le bâton le plus droit possible. Et donc là, ce qu'on va pouvoir voir, c'est que voilà, en quelques lignes de code, on va instancier un gym domain, celui qu'on a sélectionné, et on va appeler une fonction utilitaire de scikit-decide qui s'appelle le rollout, qui va simplement automatiser la boucle d'exécution, pour l'instant qui est complètement random, hein, c'est-à-dire que là, ça va être juste pour visualiser le domaine. On va demander 3 épisodes et on va visualiser ça. J'espère qu'on va pouvoir le voir, voilà. Bon, là, les épisodes étaient très rapides parce que, en fait, le bâton tombe très vite. En fait, il est considéré comme tombé dès qu'il dépasse un certain angle. Donc, les épisodes sont très courts. Mais désormais, on va essayer de résoudre ça avec un des solvers compatibles. Donc, dans scikit-decide, on peut appeler la fonction matchSolver qui va charger automatiquement tous les solvers compatibles avec le domaine qu'on a défini. Donc là, pour l'instant, c'est vraiment un gym domaine. Donc en exécutant cette cellule, on peut voir, là je les ai listés un peu sous forme de texte, on peut voir que nous avons les solvers suivants et en particulier les 2 derniers sont des solvers de reinforcement learning. Donc c'est un wrapper de Ray RLlib et de Stable Baseline. Donc on va en choisir un, on va prendre Stable Baseline. Donc on choisit notre solver ici et on va passer à la résolution. Donc, on va demander à résoudre avec ce solver notre environnement. Donc, là, ça va prendre, je pense, une petite vingtaine de secondes. Bon, après, j'ai limité le nombre d'itérations, mais donc là, ce sont les logs en fait de Stable Baseline. Stable Baseline, qui est une version un peu plus stabilisée de OpenAI Baseline et qui contient des algorithmes classiques de RL, enfin de Deep RL. Voilà, et donc là on peut voir qu'en une vingtaine de secondes, il a donc appris à maintenir plutôt bien le bâton sur le chariot. On pourrait faire mieux, je pense, en faisant tourner l'algorithme un peu plus longtemps, mais c'est déjà pas trop mal. On peut voir que le bâton est maintenu. Voilà. Normalement, on devrait avoir 3 épisodes, mais qui devrait confirmer que 3 épisodes de 1000 steps maximum, on les a trompés. Voilà, on peut voir que ça marche plutôt bien. Alors évidemment, on peut se poser la question, pourquoi passer par scikit-decide si on veut connecter un environnement de gym à une librairie de Deep Reinforcement Learning, puisque gym, c'est déjà une API standard pour formaliser des environnements. Et c'est vrai qu'à ce stade, l'intérêt est limité, à part peut-être utiliser la fonction rollout qui simplifie l'écriture de la boucle et la visualisation. Mais en fait, ce qu'on va voir, c'est que souvent les librairies qui existent, en tout cas c'est ce qu'on a constaté, les librairies qui préexistaient avant scikit-decide étaient très souvent centralisées sur une communauté, le reinforcement learning, le genetic programming, le planning, etc. Et on voulait unifier tout ça parce que parfois certains problèmes peuvent être résolus par différents types de solvers et chacun va avoir leurs avantages et leurs inconvénients. Donc là, pour montrer cette chose-là, on va passer sur un autre environnement parce que celui-là se résout très bien par du reinforcement learning. Mais si on change ici l'environnement et qu'on prend Mountain Car Continuous à la place, qui est un environnement qui paraît pas très compliqué, mais qui en fait présente un reward shaping qui rend la résolution délicate, parce qu'en fait, il ne favorise pas du tout l'exploration. On pénalise, en fait, c'est une voiture, on va le visualiser ici. On devrait le visualiser, mais je ne sais pas pourquoi il ne m'affiche pas sa fenêtre. Ah oui. Donc voilà, c'est une petite voiture qui essaye de remonter la pente. Et en fait, elle a un reward lorsqu'elle arrive au drapeau pour s'en sortir. Mais entre-temps, elle prend que des pénalités négatives parce que tant qu'elle consomme de l'énergie et qu'elle n'atteint pas le drapeau, elle est pénalisée. Donc, à moins d'avoir un algorithme de RL qui prend en compte une certaine curiosité ou des rewards intrinsèques pour favoriser l'exploration, en général, les algos s'en sortent assez mal. Et c'est là qu'on peut voir l'utilité de la librairie, c'est que, donc là, normalement, le RL ne s'en sort pas ou rarement. Après, peut-être si on a de la chance, il va s'en sortir, mais je ne crois pas. Et par contre, on va pouvoir utiliser un algo de
génétique programming que voici. Donc, voilà, il va s'exécuter dès que l'autre aura terminé. Donc là, c'est un autre algorithme qu'on a connecté à notre librairie. Le genetic programming, vous savez, donc c'est des algorithmes génétiques appliqués à des programmes. Donc, ça va combiner des petites fonctions, des sinus, des cosinus, des additions, des soustractions, pour essayer de créer une fonction plus complexe et qui va être appliquée comme politique d'action du chariot, de la petite voiture. Alors, je vais peut-être couper l'autre parce que c'est un petit peu long, donc je vais le stopper. Voilà. Genetic programming, voilà. Et on va résoudre cette fois-ci avec le genetic programming. Voilà, donc là, on peut voir des itérations. Il y en a 25 normalement. Et suite à ça, on devrait... Voilà. Alors, est-ce que le genetic programming aura fait mieux? Je pense que oui. Donc là, on peut voir qu'en genetic programming, sur cet exemple-là, donc sans avoir eu à adapter quoi que ce soit, on est toujours sur la même définition d'environnement. Donc toujours notre wrapper G, mais ça pourrait être autre chose. Cette fois-ci, la voiture parvient à se sortir de la vallée. Donc voilà. Et pour terminer, donc il y a aussi d'autres solvers qui seraient applicables. Par exemple, sur certains environnements de gym, on peut même appliquer certaines techniques issues du planning comme IW, qui fonctionnent aussi très bien et donnent des très bons résultats rapidement. Florent en parlera dans sa partie planning. Et je voulais juste pour terminer vous montrer brièvement comment en fait on crée un domaine si jamais on a la faculté de donner plus d'informations qu'un domaine boîte noire. Parce que pour l'instant, le RL et le genetic programming s'appliquent sur des domaines vraiment boîte noire. Mais en fait, on peut tirer parti d'informations supplémentaires sur un domaine pour les résoudre de manière plus efficace. Alors, en général, quand on fait ça, le plus simple, c'est de repartir de la documentation de Scikit-Decide, que vous pouvez apercevoir ici. Vous avez un onglet sur la génération de code. Et c'est ici que vous pouvez en fait partir soit d'un template. Par exemple, si vous savez que vous êtes en déterministic planning, vous pouvez partir de ce template-là. Et là, vous pouvez déjà voir en fait à quoi correspond un déterministic planning domain. C'est déjà la combinaison de tous ces attributs. Donc, par exemple, sur la dynamique, on est sur des transitions déterministes. On a un but associé au domaine, etc. Et on peut en plus raffiner certaines caractéristiques. Par exemple, dire on a des actions qui sont non restreintes, c'est-à-dire que tout l'espace d'action est toujours disponible à tout pas de temps. Une fois qu'on a fait cette sélection, on a en fait un template de code type qui vient s'écrire ici. On peut copier-coller et en fait, il s'agit de remplacer les passes ici par le contenu de nos fonctions pour rendre le domaine en fait disponible dans Scikit-Decide. Et comme tout à l'heure, en fait, on aura une autodétection de tous les algorithmes compatibles avec ce domaine dans la librairie. Donc là, en l'occurrence, pour faire la transition vers la partie de Florent, il s'agit d'un labyrinthe. On cherche à définir le domaine des labyrinthes en général, pas qu'un seul. Et donc, l'état, c'est typiquement juste une position XY dans le labyrinthe. Et action, ça va être les différentes actions pour monter, descendre, aller à gauche, à droite. C'est ici que on a défini de quel type de domaine on parle. Ici, on a la faculté même de définir exactement quel est notre état, notre type d'action, etc. Et enfin, la définition du domaine ressemble à ça. Je vais juste m'attarder sur deux fonctions. Par exemple, le getNextState, on voit que c'est pas très compliqué. On indique comment on va passer au state suivant en fonction de l'état courant et de l'action qui est prise. Et donc, on voit par exemple que quand on va faire action up, on va remonter le x d'une unité. Et de même, on a transition value pour définir les coûts dans ce labyrinthe. Donc là, quand on se cogne au mur, ça serait un coût de 2, et quand on bouge, un coût de 1 serait comme une énergie consommée. Et voilà, donc après avoir défini ça, on est capable d'instancier son domaine et de faire, comme tout à l'heure, un rollout ou une résolution. Et pour ce faire, je vais passer la main à Florent. Merci Alex. Donc est-ce que ça serait possible de me donner la main pour que je puisse présenter, s'il vous plaît? Merci. J'espère que vous voyez mon notebook. Donc on va passer à un notebook donc du coup sur la planification.
qui donc est un domaine de la prise de décision séquentielle où on suppose que la transition est boîte blanche, c'est-à-dire qu'on a connaissance de cette fonction de transition et on va pouvoir exploiter cette fonction de transition pour espérer trouver rapidement un chemin qui mène d'un état initial vers un but donné. Et on va faire l'hypothèse supplémentaire que les transitions sont déterministes et non probabilistes. Ceci dit, la librairie est capable aussi de gérer les transitions probabilistes. C'est quelque chose qu'on ne va pas vous montrer aujourd'hui. Alors, on va partir d'un maze qu'Alex a déjà introduit. Donc ici, on a le chargement de certains packages, comme c'est usuel en Python. Pour le maze lui-même, on va utiliser une fonction qui va générer aléatoirement un maze. Donc ici, vous voyez un maze donné. Je peux en générer un autre ici pour vous montrer voilà, que c'est aléatoire. Le maze normalement a changé. On peut en essayer un autre. Voilà, à chaque fois, vous voyez que ça change. Ah oui, d'accord. Excusez-moi, j'ai oublié d'allumer ma caméra. Voilà, merci. Voilà, donc ici, on fixe la largeur à 25 et la hauteur à 19, mais bon, on pourrait jouer avec. À partir de là, on retrouve exactement la même définition de l'état et de l'action qu'Alex a montré. Donc l'état, ça va être une paire de coordonnées x, y, et les actions, 4 actions, hein, en haut, en bas, à gauche et à droite. Comme je l'ai dit, le domaine est en fait déterministe. Donc on va avoir un agent, un état initial déterministe. Les actions vont être séquentielles et non parallèles. Les transitions sont déterministes. On connaît parfaitement le modèle de transition. C'est vraiment ce qui fait la différence entre le reinforcement learning et le planning ici. On connaît exactement également la fonction de coût. Et un but est donné. D'accord? Donc le but en l'occurrence ici, c'est de rejoindre le petit carré vert à partir du carré bleu qui est l'état initial ici en haut à gauche. Donc, il faut aller en gros, il faut traverser tout le maze d'en haut à gauche en bas. Alors ensuite, du coup, pour le domaine lui-même, je vais passer très rapidement, c'est exactement le même que celui qu'Alex a présenté. Donc on enregistre l'état de départ, l'état d'arrivée qui est le but, hein. L'objet maze lui-même qui est en fait un tableau NumPy, et la fonction getNestState, donc qui est justement boîte blanche. Ce qu'on veut dire par boîte blanche, on connaît ce modèle de transition. Parce que l'algorithme va exploiter, à partir d'un état donné et d'une action, on peut renvoyer l'état suivant de manière déterministe. Pareil, la valeur est connue, c'est une fonction boîte blanche qui renvoie donc le coût de chaque transition. L'état initial, c'est le self-start. Le goal, en fait, c'est une liste de goals, parce qu'on peut fournir éventuellement plusieurs buts, et il s'agit d'atteindre un des buts. Et ici, donc, la liste est réduite à un seul élément, qui est l'état le petit carré vert en bas à droite. Certains algorithmes utilisent également le test is-terminal pour savoir si, par exemple, lorsqu'on fait un rollout, il y a certains algorithmes qui font des rollouts, comme MCTS, et is-terminal, typiquement, est appelé pour savoir quand c'est qu'on termine un rollout. Ici, on va le terminer lorsqu'on atteint un goal state. Donc, voilà. Alors, ensuite, la prochaine chose à faire, eh bien, c'est de créer le domaine lui-même. Du point de vue de scikit-decide, on a déjà créé le domaine, le maze avec comme un tableau NumPy. Maintenant, on va créer ce domaine du point de vue de scikit-decide. Il faut que je relance évidemment les parties state et tout ça, c'est moi. Donc ça n'a pas marché. Voilà. Donc on retrouve bien notre maze et donc on va essayer de résoudre ce problème de sorte à amener le petit carré bleu dans le petit carré vert. La première chose qu'on va faire, c'est de trouver les solvers qui sont compatibles, exactement comme Alex l'a fait en réinforcement interne. Alors ici, je n'ai pas installé toute la librairie scikit-decide. Pour ce notebook, j'ai installé qu'une partie qui va me suffire. Donc c'est pour ça qu'il y a un certain nombre de solvers qui ne sont pas accessibles là, dans mon environnement virtuel. Mais ceux que je vais utiliser là, sont accessibles. Donc on voit notamment qu'il y a Astar, IW, qui est donc un algorithme récent en planification classique. On a MCTS. Et on a un certain nombre également d'algorithmes probabilistes. Pourquoi? Parce qu'un algorithme qui peut résoudre par exemple un problème de maze avec des transitions probabilistes, comme par exemple un personnage qui glisserait dans la grille, peut très bien résoudre un problème déterministe. C'est pour ça qu'on a également accès à ces algorithmes. Comme par exemple AOSTAR, hein, un algorithme, une extension de ASTAR au point de probabiliste, ou LRTD. On va utiliser ici Astar. Donc Astar, c'est un algorithme classique pour trouver des chemins dans un graphe en utilisant une heuristique.
exactement comme nous, êtres humains, en fait, si je reviens sur ma petite grille, on sait déjà que pour amener le carré bleu vers le carré vert, eh bien, on doit être guidé visuellement finalement par une fonction qui est à peu près la distance en ligne droite qui nous amène vers le carré vert. Eh bien, Astar va exactement utiliser la même heuristique pour prioriser les nœuds qu'il va étendre durant la recherche. C'est ce qu'on voit là, on lui fournit une heuristique, et cette heuristique, si je reviens sur mon domaine, vous voyez ici, elle est définie ici comme étant finalement la distance entre l'état courant et l'état but. D'accord? La distance euclidienne. Donc allons-y, on déclare le solver. Ensuite, ici, on déclare qu'on veut le résoudre avec Astar. Et ensuite, je vais lancer. Alors, le rollout, ici, c'est une petite fonction qui a été ajoutée pour vous montrer comment encoder un rollout. Elle est un peu plus simple que celle qui est fournie dans la librairie, mais vous pouvez très bien utiliser le rollout fourni par la librairie qu'Alex a montré. Donc, en fait, tout simplement, hein, le rollout va initialiser le solver, prendre la première observation, et puis ensuite, on rentre dans une boucle où la première chose qu'on fait, c'est demander au solver quelle est l'action à réaliser à partir de l'état courant. Et à partir de cette action-là, le domaine va sampler le prochain outcome. Et en fait, on va dessiner au fur et à mesure l'état de la grille. Le solver ici va résoudre au fur et à mesure que le rollout est fait, et non pas au début. Le maximum de steps, on sait que l'on peut atteindre le but plus le nombre de cases qu'il y a dans la grille. Voilà. Et maintenant, allons-y. Donc, le rollout, comme je l'ai dit, va à la fois résoudre et dérouler le plan. Et vous allez voir que c'est évidemment très rapide ici, parce que ce problème est extrêmement simple et Astar est également efficace. Voilà. Donc, ici, on voit qu'on a atteint le but qui fait 74 étapes. Donc, voilà. Alors, on pourrait se dire maintenant, est-ce que Astar est le meilleur solver? Alors, je vais le cleaner. Certains solvers ont besoin d'être cleanés, comme celui-ci. Sinon, il faut les appeler dans la librairie avec le with, ce statement de Python qui permet de cleaner proprement les objets. Alors, on va utiliser le même domaine. La seule chose qui va changer, c'est le solver. On a vu tout à l'heure dans la liste des solvers possibles que IW était accessible. Alors, IW, c'est un solver assez moderne dans la communauté de planification Kaskia. Donc, quand je dis moderne, ça a déjà plus de 10 ans, mais l'idée, c'est que ça utilise une métrique de nouveauté. Et je vais essayer de faire simple. Donc, IW va utiliser ce qu'on appelle un width, hein, une largeur, qui va être en fait le nombre maximum la longueur maximum de tubes de variables qu'on va considérer à un moment donné. Donc, par exemple, si j'ai une largeur de 2, je vais dire que je m'autorise à rencontrer une seule fois une paire de variables. Par exemple, x égale 2, y égale 4. La prochaine fois que l'algorithme va rencontrer la même paire, il va pruner l'état. D'accord? Donc, on va dire que cet état n'est plus nouveau parce qu'on l'a déjà vu. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de résoudre le problème avec une largeur de 1, puis avec une largeur de 2, et ainsi de suite. On va augmenter la largeur jusqu'à trouver une solution. Donc, ça a l'air assez simple, et en fait, ça marche plutôt bien. Donc voilà, je crée mon solver IW. Les state features, c'est ce qui permet de calculer justement cette notion de tube. Les tubes sont calculés sur les state features, et ici, on va utiliser exactement l'état. Donc, d'accord, les features, c'est l'état directement. Je passe sur le node ordering, c'est un peu trop compliqué pour ce focus technique. Je déclare que je veux résoudre mon maze avec IW. Et puis c'est parti, j'appelle le même rollout. Vous voyez que le domaine est exactement le même, juste le solver a changé. Et on trouve également la solution. Voilà. Alors, on pourrait se dire, d'accord, ces problèmes sont un peu simples. Maintenant, essayons de passer à des problèmes un peu plus structurés. Et justement, donc, nous avons fait le lien avec une librairie qui est actuellement développée dans le cadre d'un projet avec l'Union européenne, qui est iPlan for EU, et qui vise à développer une plateforme, on-demand platform, donc sur un serveur, de problèmes type PDDL. Donc nous avons automatiquement fait le lien avec cette librairie. Alors j'ai besoin d'installer deux petits paquets, là, je les ai déjà installés, je ne vais pas revenir à ces cellules. Un premier qui permet finalement de simuler des problèmes PDDL façon Gin, ça va nous permettre de les dessiner et puis également de faire des rollouts avec, et Unified Planning qui est le package développé par iPlan for EU. Et ensuite, on installe le bridge entre iPlan for EU et scikit-decide, hein, c'est une toute petite librairie, et puis scikit-decide. Alors ensuite, là, on va juste charger quelques paquets, donc pour parser le problème PDDL, et le solver scikit-decide pour Unified Planning.
Le problème que je vous propose de résoudre, c'est les tours de Hanoï. Donc, il est fourni par PDLGene, on crée l'environnement de tour de Hanoï. Donc, vous connaissez ce problème. Le but, c'est de reconstruire cette tour tout à fait à droite, sur la file de droite. Alors, si on regarde à quoi ressemble le domaine, vous voyez que c'est un langage type logique avec des prédicats qui sont en fait des variables d'état binaire, on va dire, que l'on peut instancier avec des objets. Une variable binaire sera définie lorsqu'on aura mis un objet dans ce prédicat. Et donc, on aura autant de variables binaires que l'on aura d'objets finalement à la fin, ou de combinaisons d'objets dans chaque prédicat. Et une action move est définie par des conditions logiques, des préconditions. On dit penser qu'on peut faire le move, et l'effet est également défini en termes d'expression logique. Je ne rentre pas trop dans les détails. On a un domaine pour lequel on peut définir ensuite plusieurs problèmes, plusieurs tours, voilà, etc. Et tous ces problèmes vont être différenciés finalement par les objets que l'on va définir. Allons-y, je vais parser le problème avec le Unified Planning, le package de Hyperforeu. Et ensuite, je vais le résoudre avec scikit-decide, justement. Donc, qu'est-ce que l'on dit là? On dit qu'on utilise un planeur, ça c'est une fonction de Hyperforeu, et le planeur qu'on utilise, c'est skdecide. Pour skdecide, on a vu qu'on a plusieurs solvers de planification classique. Ici, je propose d'utiliser simplement IW. Allons-y. C'est rapide, mais vous voyez que chaque état quand même est composé d'un certain nombre de variables. Donc, potentiellement, l'espace d'état est très grand. Et ici, on a trouvé assez rapidement, avec une largeur de 1, IW de 1, on a une largeur de 2 par contre. Il a fallu considérer des paires de variables pour arriver à résoudre le problème. Ce qui est très faible par rapport à la largeur du problème ici, pour être égal au nombre de variables. Et finalement, représentons la solution. Donc ça, c'est un rollout. On parse le plan, en fait. On récupère le plan produit par IW. Et puis, c'est un simple rollout, vous voyez, du plan. Et à chaque fois, on représente la solution. Vous voyez que bon, c'est très simple, évidemment, classique, mais on trouve la solution finale. Voilà, là, ce sont des tout petits problèmes. On peut résoudre des problèmes PDZ plus gros, évidemment. Mais pour le but de ce tutoriel, on reste à des choses simples. Voilà, je vais passer la main à Guillaume maintenant pour des problèmes de scheduling avec des actions parallèles. Donc, on passe sur une autre phase de problème. Et donc, il faudrait passer la main à Guillaume, s'il vous plaît, pour la présentation. Yes. Donc, normalement, vous voyez mon écran. C'est bon? Ouais. Ok. Oui, donc dans cette dernière partie, je vais développer ce qu'on a fait sur la partie scheduling. Donc, c'était la troisième branche, la troisième ambition de scikit-decide, donc après planning et reinforcement learning. Et donc, cette activité de scheduling est arrivée un peu plus tard, dans le cadre d'un projet interne à Airbus, où on a été soumis à des problèmes d'ordonnancement de tâches, notamment donc, pour les chaînes de production de notre entreprise. Donc, juste en introduction, on s'intéresse notamment à ces problèmes de ressources constraint project scheduling problem, qui consiste à ordonnancer un ensemble de tâches définies généralement par ce graphe que vous voyez ici. Donc, chacun des rectangles correspond à une tâche, et chaque tâche est définie par des consommations de ressources et des durées de tâches. Chaque tâche est également reliée à ces tâches successeurs. Donc, en gros, pour résoudre un RCPSP, il faut donc ordonnancer les tâches, donc allouer des dates au début de tâche du problème, tout en respectant les contraintes de précédence et les contraintes de ressources. Donc, ces contraintes de ressources consistent à ne pas dépasser un certain nombre de capacités de ressources à chaque instant. Donc, quand je vous dis qu'une tâche consomme un certain nombre de ressources, en gros, la contrainte de capacité de ressources va juste empêcher d'exécuter plusieurs tâches en parallèle lorsque celles-ci vont consommer trop de ressources. Donc, ce problème-là est étudié assez largement dans la littérature et c'est un problème NP-hard. Alors, dans scikit-decide, on s'est un petit peu interrogé comment on allait modéliser ce genre de problème de scheduling. Et on est parti un petit peu sur deux tracks. Donc, une,
c'est une modélisation qui se baserait sur un sequential decision making problem. Donc on se base en fait sur une modélisation Markov decision process du problème d'ordonnancement. Donc en utilisant cette modélisation-là, on est directement cohérent avec la librairie scikit-decide telle que Florent et Alexandre vont présenter. Donc on a une structure d'état et d'action également pour notre problème de scheduling. Une autre façon de représenter un problème de scheduling est de s'intéresser à une version plus optimisation discrète, où on modélise le problème avec des contraintes et des variables discrètes. Et on peut directement attaquer ça avec des méthodes classiques, donc des méthodes de recherche opérationnelle. Par exemple, donc, constraint programming, programmation linéaire. Désolé, je mélange un peu français et anglais. Mais... Donc, juste pour expliquer cette version stateful, donc c'est-à-dire la première modélisation du problème de scheduling. En fait, on considère un état du monde pour notre problème de scheduling de cette façon-là. Par exemple, ici, l'état initial S0 va correspondre à un état où on est au temps égal à 0 et où aucune tâche n'a été commencée, où aucun des travailleurs n'est alloué. Et en fait, si on déroule une politique de scheduling, on va arriver à des états intermédiaires ici où on a un ensemble de tâches déjà terminées et des tâches restant à allouer. Et donc, c'est ce que je dis ici. Une solution au problème de Markov sera une politique de ce problème-là. Donc, les actions seront le déclenchement de tâches et l'allocation des ressources aux tâches. Donc, on va prendre un petit exemple implémenté dans notre API. Le choix qu'on a fait est de cacher à l'utilisateur l'implémentation de cette partie stateful, qui est un petit peu difficile à implémenter en pratique. Donc, ce qu'on demande à l'utilisateur, c'est juste de définir la structure du problème sous forme de données. Donc, c'est ce qu'on va voir juste après. Et donc, dans la librairie, on a l'implémentation de la partie stateful. Donc, dans cet exemple, on va coder ce petit exemple joué. On a 5 tâches avec des tâches source et sync, et seulement 3 tâches qui ont des durées non nulles. Tac. Donc, ce qu'on demande à l'utilisateur de remplir, ce sont juste quelques fonctions qui vont contenir les données de notre problème. Donc ici, on va juste stocker le graphe de précédence sous forme de dictionnaire qui contiennent les successeurs de la tâche 1, par exemple. Donc, dans notre cas, les successeurs de la tâche 1 sont les tâches 2 et 4. C'est ce qu'on voit ici. Ensuite, on va aussi également définir les consommations de ressources de chacune des tâches, également sous forme de dictionnaire. On a également besoin de définir les durées des tâches. Donc, cet objet peut être instancié, donc very simple RCPSP domain. Et ce qu'on va essayer on peut regarder déjà ce qu'il y a à l'intérieur de l'état. Donc, pour définir l'état de notre monde, on a besoin du temps, de l'ensemble des tâches qui sont complétées, les tâches courantes, etc. Donc, l'état est assez complexe. Et ça va expliquer un certain nombre de problèmes qu'on va avoir par la suite du monde. Donc, ici, je print l'état initial qui est l'état au temps 0. Et on a 5 tâches à scheduler. Tac, tac, tac. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, on a cette implémentation NDP qui nous permet d'utiliser directement les solvers type planning ou même reinforcement learning sur ce nouveau domaine qui est un problème d'ordonnancement. Donc, sur ce problème simple, on peut utiliser l'implémentation de Astar et l'algorithme va trouver le plus court chemin pour arriver de la tâche
enfin, de l'état du monde où rien n'est schedulé à l'état final où tout est schedulé. Donc là, j'ai réussi à faire le solve. Et donc dans cette fonction, on fait un peu de la même façon que Florent a fait, un rollout de la politique pour atterrir à l'état final. Donc ce que contient l'état final, c'est le schedule trouvé par l'algorithme ASTAR. Donc on a dans cette partie-là, on a justement les dates de début et de fin de chacune des tâches. Et on peut représenter, normalement, je vais montrer plus tard, on peut en fait représenter la solution sous forme de Gantt chart. Donc évidemment, dans les problèmes industriels, on n'a pas forcément 5 tâches à ordonnancer. Donc dans ce notebook, on montre un problème qui est un petit peu plus compliqué, qui est toujours assez simple, hein, qui vient d'un benchmark académique où on a 32 tâches à scheduler. Donc c'est un petit peu plus compliqué à remplir. Et ce qu'on va montrer, c'est qu'en fait, l'algorithme ASTAR ne va pas pouvoir résoudre ce problème, qui est pourtant résolu dans la littérature. Et la raison est que la combinatoire du problème explose très rapidement, puisqu'on a des actions parallèles, le temps également dans l'état, donc on a un nombre, on va dire, infini de chemins possibles. Donc l'algorithme ASTAR ne va pas pouvoir résoudre ce problème. Donc pour vous en convaincre, ce notebook lance juste l'algorithme pendant 20 secondes, mais on peut le mettre à l'infini, mais on est sûr de ne pas pouvoir converger. Voilà, the algorithm will not finish. Donc ce sur quoi on a beaucoup travaillé, c'est sur résoudre ces problèmes de scheduling en utilisant des méthodes discrètes, donc en utilisant justement l'autre modélisation dont je vais parler ici, les discrete optimization et combinatorial optimization. Et donc dans scikit-decide, on permet à l'utilisateur d'utiliser ces méthodes-là, ces méthodes discrètes, et de résoudre le problème qu'il a implémenté juste avant. En fait, hein. Ça va toujours être le même domaine, mais on va appeler une méthode qui est totalement indépendante du planning ou du reinforcement learning. Donc par exemple, on peut utiliser les algorithmes basés constraint programming, qui sont les meilleurs, on va dire, côté ordonnancement. Donc pour cela, on crée un solver qui est un binding vers une autre toolbox qu'on appelle discrete optimisation. On lui spécifie qu'on veut faire une résolution par la méthode constraint programming et on peut lancer ça. Sur le même problème que précédemment. Ce qu'on obtient, c'est qu'on a résolu le problème en moins d'une seconde. On a même une preuve d'optimalité. Et on peut. Et c'est là qu'on va justement représenter la solution. Donc ici, on peut avoir un Gantt chart d'un point de vue des tâches. Et ici, la consommation des différentes ressources. On peut vérifier qu'on ne dépasse pas justement la capacité des ressources à chaque instant. Donc je pense que niveau timing, on est arrivé au moment des questions. Mais, non, j'ai encore une petite conclusion. Hein. Ah oui, il y a la conclusion. Donc je vais pas aller par la suite, hein, mais il y avait des problèmes un petit peu plus gros de ce type-là. On pouvait toujours attaquer des méthodes discrètes, mais pas forcément avec des méthodes clean. Donc voilà, pour la partie scheduling. Merci Guillaume. Du coup, je vais reprendre la main, s'il vous plaît, pour la présentation. Puis pour la présentation de la conclusion. Vous pouvez me donner la main, s'il vous plaît? Oui, c'est Florent. Oui, non, c'est juste. Oui, c'est Florent. Oui, c'est Florent. Merci. Je vais envoyer mes slides. Ouais.
Alors évidemment, là on vous a montré des petits problèmes académiques très simples hein, pour donner une idée des différentes techniques qu'on utilise. En pratique, les problèmes vont être quand même beaucoup plus durs, beaucoup plus complexes à modéliser et aussi beaucoup plus combinatoires. Alors en l'occurrence, on utilise cette librairie nous, en interne Airbus. Dans la partie, Alex vous a montré qu'il y a une partie publique et une partie un peu plus propriétaire. Chacun peut avoir sa partie propriétaire hein, dans un hub qui est chez lui. Donc nous, Airbus, on a notre hub, on va dire, de domaine propriétaire, mais je vais vous donner une petite idée de quelques problèmes hein, sur lesquels on les a appliqués. Donc un premier, c'est la planification probabiliste de plans de vol. Alors ici, justement, on utilise une version, on va dire, sans trop rentrer dans les détails de la star probabiliste, et même quelques algorithmes un peu plus complexes, plus type MCTS ou Optimization Insight. Mais donc, on est capable de représenter finalement le problème dans Scikit-DeCide et ensuite d'appeler différents solvers. Donc, plutôt planification de chemin. Un autre problème, c'est l'optimisation de missions satellites sous incertitude de couverture nuageuse, pour lequel, cette fois-ci, l'algorithme qui marche bien, c'est plus un algorithme d'optimisation génétique. On a essayé aussi des algorithmes de type UCT avec le même domaine, donc ça nous a permis de comparer différents algorithmes pour voir à peu près, pour avoir une idée de celui qui marchait mieux. Une fois qu'ensuite on a vu quel était celui qui marchait mieux, on a pu faire des développements un peu plus spécifiques, mais au moins la librairie permet de se focaliser assez vite sur la meilleure technique, on va dire, donc la plus prometteuse. Troisième domaine, c'est apprentissage finalement de guidage d'un avion au sol avec du taxi, mais aussi en vol, pour essayer d'apprendre à voler un avion avec juste de la simulation finalement du comportement de l'avion. Donc les techniques que l'on a essayées pour ce domaine-là, c'était typiquement de l'apprentissage par renforcement avec l'algorithme PPO et de la programmation génétique, qui s'est avéré pour le coup la programmation génétique marchait extrêmement bien. Toujours avec le même domaine. Donc on le définit une fois et on teste plusieurs algorithmes. Enfin, dernier exemple, la planification de tâches pour le manufacturing. Donc, en utilisant des techniques là, de constraint programming et de large number search, en fait, on trouve dans la librairie que Guillaume a rapidement présenté. Donc, sur des problèmes beaucoup plus grands que ceux qui ont été démontrés dans le tuto, ce qui explique pourquoi aussi on a besoin d'un algorithme plus compliqué comme large number search. Enfin, pour terminer, je voudrais faire le lien avec l'écosystème, on va dire, de la recherche académique autour de Scikit-DeCide. Donc, en fait, cette librairie a été initiée au début avec la contribution de l'Université nationale d'Australie, ANU, qui ont fourni des algorithmes, notamment un algorithme pour la résolution de POMDP, hein, Partially Observable Mark Resolution Process, et qu'on a consulté également pas mal pour arriver à une API qui nous semblait, avec eux, être la bonne API. Ensuite, récemment, depuis à peu près l'année dernière, on travaille, comme je l'ai mentionné dans mon tutoriel, avec iPlan ForEU, qui est donc un projet européen qui vise à apporter des technologies de planification classique IA, type PDDL Strips, sur l'European On-Demand AI Platform, hein, qui va contenir plusieurs technologies d'IA, pas simplement du planning. Donc on a fourni finalement un pont vers cette librairie-là, de sorte à pouvoir résoudre notamment des problèmes qui sont à la fois décrits par des transitions logiques et des simulations. Donc, vous voyez, une sorte de transition dans le domaine où on aurait un mix de logique et de simulation. Et ça, a priori, il n'y a que Scikit-DeCide pour l'instant qui peut le faire. Et enfin, un projet donc, qui va démarrer en octobre 2022 de cette année, dans le cadre d'un outil qui est Tuples, pour Trustworthy Decision Making, en fait, donc qui vise à développer des technologies de prise de décision séquentielle qui soient explicables, interprétables, sûres, donc pour la prise de décision de confiance, on va dire. Et il a été décidé que les algorithmes vont être développés dans le cadre de Scikit-DeCide, qui est donc maintenant, on peut le dire, hein, tout à fait dans le giron d'Anity. Voilà, donc c'était mon dernier slide, et nous serons tous les trois heureux de prendre vos questions si vous en avez. Alors, un grand merci Florent, Alexandre et Guillaume pour cette présentation. Effectivement, il nous reste une dizaine de minutes, donc il y a quelques questions un peu générales et puis une très technique. Alors, donc il y a Sana qui demande, et c'est à destination de Guillaume, dans la reformulation du problème de scheduling, là, quel est le reward en fait dans cette reformulation du problème de scheduling? Peut-être c'était Guillaume.
dans ta Oui, oui. présentation. Là, on a implémenté ce qu'on appelle le max-span. Donc, la reward finale, c'est la fonction de coût finale, c'est le temps final du schedule. Donc, le reward de chaque transition va être le temps entre l'état courant et l'état suivant. Je sais pas si c'est clair, mais on va optimiser en fait le temps final, minimiser le temps final. Ok, Donc, merci. Ça, Le coût entre deux états va être le delta le temps entre les deux états. Dans la donc formulation. Sana, pardon, si la réponse te convient, c'est bon. Sinon, bah, tu reposes une question. Moi, ce que j'ai compris fortement de votre présentation, ouais, c'est très clair. Merci. Ok, merci pour le retour, Sana. Ce que j'ai compris aussi de ce que vous disiez tous les trois, c'est que en fait, avec les API, le lien que vous avez, vous accélérez d'une certaine façon la capacité pour des problématiques de scheduling, planification, etc., l'accès à différentes technologies pour aller plus vite, pour déterminer en fait et choisir et trouver la bonne technologie. Je pense que c'est ça que vous avez démontré. Ça me semble être une conclusion majeure de la part de Saiki Design. Vous confirmez ça ou... Tout à fait, oui, c'est ça. Ouais. C'est vraiment le but. Ouais. Ok. C'est pas nécessairement Saiki Design qui sera déployé sur le produit final, mais en tout cas, ça permet très vite de voir à peu près quelle est la bonne technologie à utiliser. D'accord, très bien. Merci donc de cette précision. Alors, une question sur le rescheduling. Est-ce qu'on peut avoir comme target le min de ressources, hein? Une question d'Adrien. Alors, à destiner, je ne sais pas qui. Encore moi. Eh oui, quel succès. C'est pas encore intégré dans la librairie, mais il y a des travaux internes où on commence à regarder la minimisation du nombre de ressources utilisées. Parce que c'est vrai que ça revient souvent côté aussi industriel, de minimiser les ressources. Tout en garantissant, il me semble, un temps d'exécution maximum. C'est un problème classique. Ah, Donc, c'est pas encore implémenté. Je peux en profiter pour dire que la librairie est open source, hein, on peut la trouver sur GitHub. Donc nous invitons également la communauté à participer, à enrichir la librairie. Donc si vous savez comment intégrer justement la minimisation de ressources dans les RCPSP, par exemple, eh bien, vous pouvez très bien faire un pull request. Voilà, nous analyserons avec plaisir. Et justement, par rapport à ça, une question. S'il y a des gens qui l'utilisent et qui ont des questions, qui auraient besoin d'un coup de main ou de support, comment ça se passe par rapport à ça ou... Je pense que c'est essentiellement pour l'instant, parce qu'on n'a pas une hotline dédiée, mais par contre, comme c'est un projet open source, il y a des issues sur GitHub qui permettent d'interagir ou de résoudre certains problèmes si on en rencontre. Et après, la documentation, on a essayé de faire pas mal d'efforts dessus. On peut toujours faire mieux, mais voilà, je dirais la documentation et ensuite les issues sur le repo GitHub. Merci Alexandre. Alors d'autres questions. Une question de Simon. Comment fait-on pour intégrer un nouveau solver RCPSP par exemple? Ah oui, un RCPSP ou bon. Alors de manière générale, alors on l'a pas présenté aujourd'hui, mais je crois qu'on a un exemple là-dessus qui montre qu'au même titre qu'on peut définir un domaine, donc on l'a présenté rapidement sur le labyrinthe, il y a une méthode très similaire qui permet dans les codes générateurs en fait de définir un template pour écrire un solver. Et ça démarre un peu pareil. Quand on écrit un solver, on doit définir le type de domaine que va adresser notre solver. Et à partir du moment où on a fait ça, on a accès à toute l'API de ce genre de domaine. Et donc après, libre à chacun d'écrire un solver qui va, en utilisant cette API proposée, et donc pour récupérer toutes les informations nécessaires du domaine, va résoudre ce type de problème. Ce que fournit ensuite Scikit Decide, c'est la faculté d'appliquer ce solver à tout type de problème qui va être, on va dire, plus spécialisé que celui pour lequel il a été écrit. Je m'explique. Si on écrit un solver pour un domaine multi-agent, par exemple, on a un système d'autocast qui est un peu masqué dans la librairie. On n'a pas besoin forcément de le comprendre pour l'utiliser, mais on a un système d'autocast qui va rendre automatiquement ce solver accessible aussi dans un setup single agent, puisque le single agent est théoriquement plus simple, qui peut le plus, peut le moins. Donc, ce qui peut faire du multi-agent peut faire du single agent. Et même si on a utilisé l'API multi-agent pour définir son solver, on pourra nativement l'utiliser sur
sur du single agent. Donc, on a essayé de simplifier aussi la partie écriture d'algorithme pour que chacun interagisse avec l'API qu'il attend, qui viennent de la communauté planning, reinforcement learning, multi-agent reinforcement learning. Et ensuite, c'est la librairie qui fait le pont vers les autres types de domaines. On a un exemple là-dessus et on a des codes générateurs sur la définition des domaines. Il y a des solvers, pardon. Des solvers aussi. Il y avait d'ailleurs, Alexandre, une question de Michel concernant le reinforcement learning pour savoir si c'était possible de modéliser des problèmes multi-agents. Il me semble que tu as donné la réponse en fait. Hein. Donc en fait, oui, c'est possible. On fait pour l'instant, on n'a pas implémenté d'autres solvers multi-agents que ceux vers lesquels on fait la passerelle. Donc dans RLlib, on a accès à certains solvers multi-agents, mais effectivement, on peut définir un domaine multi-agent dans Scikit-Decide et qui aujourd'hui pourrait être traité par exemple avec RLlib, avec le wrapper. Tout à fait. On a un exemple, alors très simple hein, sur pierre, feuille, papier, ciseaux, mais qui montre un tout petit exemple sur comment mettre en place les choses. Voilà. Alors, on est dans les multis. Il y a une question de Gérard. Je pense que c'est le Gérard que vous connaissez bien, qui demande à quand le multi-objectif. Eh ben, à ton retour, Gérard. Si ça te convient, Gérard, comme réponse, voilà, ou si ça te convient pas, n'hésite pas. Hein. Je vais bientôt revenir. Non, mais c'est vrai que pour l'instant, enfin, l'hypothèse qu'on fait, et c'est vrai, c'est une bonne question. Hein. L'hypothèse qu'on fait, c'est qu'en général, du moins sur la partie planning, reinforcement learning, c'est qu'aujourd'hui, on cherche à minimiser le coût ou maximiser la reward, hein, c'est équivalent. Avec le planning, on cherche en plus à atteindre un but, mais c'est vrai qu'il y a d'autres types d'objectifs qu'on pourrait envisager aussi. Alors, c'est peut-être pas tout à fait le sens de sa question, mais c'est vrai qu'on pourrait imaginer que par exemple, on veuille avoir un objectif qui soit de minimiser le risque que quelque chose arrive et pas seulement le gain attendu en termes d'espérance mathématique. Bon, c'est vrai que là-dessus, on pourrait être plus généraliste encore. Bon, je pense que la librairie est déjà très généraliste, mais c'est vrai que c'est des choses qu'on pourrait aussi considérer. On a aussi des contraintes. On peut rajouter des contraintes en plus de l'objectif. En plus de l'objectif, on peut avoir optionnellement un objectif. On peut éventuellement avoir des contraintes. On avait un algorithme qui fonctionnait en plus avec la prise en compte de contraintes, notamment avec la NU, par exemple pour des vols. Et sinon, c'est plutôt minimiser un coût ou maximiser un reward. Mais c'est vrai que si on veut plus que ça, il faut étendre la librairie. Alors, s'il vous plaît, une réponse par oui ou par non. Il nous reste moins d'une minute et je voudrais conclure. Mais est-ce qu'il y a des exemples qui sont disponibles en utilisant de l'inverse reinforcement learning? Oui, on en a un, je crois, qui s'appelle justement MaxEnt IRL. On a MaxEntropy IRL, donc oui, pour faire de l'inverse reinforcement learning. Oui. Très bien, merci. On arrive au bout de notre focus technique. Jean répondra à ta question par mail. Hein. Je vous rappelle que ces focus techniques, en fait, ils sont proposés dans le cadre d'Anity. Hein, donc, c'est les sorties utilisables par la communauté industrielle et scientifique, mais directement utilisables. Hein. Je pense que vous avez une démonstration supplémentaire aujourd'hui. C'est disponible en open source. Vous avez vu les notebooks. Merci encore à toute l'équipe d'avoir présenté cette librairie que j'ai trouvée personnellement très intéressante. Si vous avez des retours sur ces focus techniques, hein, à la fois sur le contenu de ces présentations, mais aussi sur l'usage des open source qui vous sont présentés, ben, n'hésitez pas à revenir vers la communauté Anity hein, par mon intermédiaire ou directement auprès des présentateurs. On est toujours friand, bien évidemment, de vos retours, hein, parce qu'on fait ça pour vous, en fait. Hein. Le replay sera disponible ainsi que les présentations sous peu, vous serez informé de ça. Vous avez vu qu'on a traité aujourd'hui d'IA plutôt symbolique. Hein, on a une approche quand même assez large dans Anity de différents sujets, hein, machine learning, symbolique, hybride, etc. Le prochain devrait traiter encore d'IA symbolique puisqu'on s'intéressera à la compilation de connaissances qui permet là encore d'améliorer l'efficacité en fait d'une résolution de problème. Je mentionne aussi que les afterworks là, qui sont plutôt dédiés, disons, aux partenaires industrie d'Anity, mais qui sont ouverts aussi à ceux qui ne sont pas directement partenaires. Hein, donc, vous pouvez y participer. Le prochain Afterwork qui vise à montrer de façon générale les progrès et l'avancement
des thèmes, des projets scientifiques à l'intérieur d'Anity concernera un sujet qui devient de plus en plus critique, hein, c'est l'apprentissage à partir de peu de données ou aussi de données complexes. Il devrait avoir lieu le 23 juin, donc regardez bien vos mails. Et j'en ai fini, on arrive au bout. Merci de votre attention, merci encore à ceux qui ont présenté et nous pouvons clore ce focus technique. Bon après-midi et bon week-end. Merci beaucoup. Au revoir.